luxure ne fait pas partie des 7 péchés capitaux pour rien. Les plaisirs de la chair, le sport en chambre, c'est bon pour la santé, mais il y a une limite que certains ont franchie dans l'histoire, la marquant à jamais de leur empreinte, mais pas comme ils le souhaitaient. Partir en beauté, c'est bien, mais partir de manière scabreuse vous ridiculise à jamais, peu importe les réalisations que vous avez accomplies dans la vie. Alors, je vous en propose 3 aujourd'hui qui s'en seraient bien passés. Louis III règne tranquillement sur la Francie occidentale avec son petit frère Carloman. Enfin, tranquillement, c'est vite dit, parce que dans cette époque peu pacifiée, il faut toujours être prêt au combat. De la bravoure, Louis III n'en manque pas, puisqu'en août 880, il terrasse l'envahisseur nordique à la bataille de Saucourt-en-Vimeux. Près de 8000 vikings périssent, donc cela fait grand bruit. Louis III se fait une sacrée réputation de badass. Ses exploits sont même narrés dans le Ludwigshilde, ou chanson de lui. Alors, que les germanophones m'excusent. Dans tous les cas, c'est un poème écrit à sa gloire, sans doute un peu après la bataille. Alors, ça booste la confiance en soi. Bon, il y a la vie publique et il y a la vie privée. Lui, à 18 ans, il est fort, bouillant, un peu trop, puisqu'il va cruellement manquer d'élégance. Alors, un jour, alors qu'il se promène à cheval, il aperçoit la fille d'un certain Germond. Elle lui plaît. N'écoutant que ses instincts primaires, il s'en va lui conter fleurette en se disant que c'est dans la poche. Mais la demoiselle n'a nullement l'intention de lui servir de monture improvisée. Elle trouve son salut dans la fuite et Louis III, ne comprenant pas le sens du mot « non », se décide à la poursuivre jusque dans la grange du père de la jeune fille, à cheval. Il se dit que ça ira plus vite, on fait ça rapidement et hop, on poursuit la journée tranquillou. Alors, dans l'empressement, il ne pense pas à descendre de sa monture avant d'entrer dans la grange. Paf, il se prend un linteau de porte sur le crâne. La violence du coup est telle qu'elle le fait tomber de cheval, c'est pour vous dire. Le 5 août 882, Louis III décède à 18 ans sans héritier. Karma is the bitch, hein. C'est Carloman qui va gérer la suite. Alors, la chronique de l'abbaye de Saint-Riquier attribue son brusque décès à la rupture d'un vaisseau sanguin qui se serait produit lors de la bataille de Saucourt-en-Vimeux. Ouais, c'est ça, ouais. En attendant, les Vikings ont bien dû se marrer. Si Louis III n'a pas pu consommer, Félix Faure, lui, était à ça d'y arriver. Mais à ça, hein. Le 17 janvier 1895, Félix Faure est élu président de la République française. Cet homme aime le rapprochement, avec la Russie par exemple. En 1896, il reçoit le tsar Nicolas II dans le cadre de l'alliance franco-russe et fait une visite officielle en Russie en 1897. Ensuite, il y a le rapprochement avec Madagascar. Comprenez l'expansion coloniale. Le mandat de Félix Faure est surtout marqué par l'affaire Dreyfus. C'est à lui qu'Émile Zola, convaincu de l'innocence du capitaine et prêt à en découdre avec la terre entière, adresse le 13 janvier 1898 sa célèbre lettre ouverte « J'accuse ». Oh, on a regardé le très beau film « J'accuse » avec Jean Dujardin et Louis Garrel. Si vous n'avez pas encore vu, foncez. Oh, Félix Faure ne se laisse pas impressionner et demeure hostile à une révision du procès. Oh, c'était plus par volonté de faire respecter la loi pour faire respecter la loi qu'autre chose. Hein. Vous savez, les gens têtus. Oh, oui, mais son journal montre que, progressivement, il est convaincu de l'innocence de Dreyfus. Alors, comme quoi, il n'était pas aussi obtus qu'il en avait l'air. Toujours est-il que son mandat reste mitigé et que la presse s'en donne à cœur joie, mais pas forcément pour ses choix politiques. En fait, il aime la fête, le luxe et les beaux vêtements. Ouh, il n'y a pas que la mode qui lui fait tourner la tête. Le beau sexe ne le laisse pas indifférent. Comme tout hétérosexuel, vous me direz, mais chez lui, c'est un peu poussé. Monsieur le Président n'est pas un petit joueur. Ah, il ne se contente pas d'une maîtresse officielle, non, ce serait trop simple, il en a plusieurs. Je vous l'ai dit, il œuvre au rapprochement des âmes, comme le 16 février 1899, où il se détend en charmante compagnie.
jeune Marguerite Stenel, épouse du peintre et membre du cheptel officiel des maîtresses, le rejoint dans le salon bleu, la routine pour le personnel de l'Élysée. Par contre, les cris de panique le sont un peu moins. Alors, n'écoutant que leur courage, ils pénètrent vaillamment dans la pièce pour se retrouver face à une scène scabreuse et choquante. Le président, aussi dévêtu que sa compagne, agonise. Ses doigts sont crispés dans les cheveux de Marguerite. Oh, pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris la position. Inutile de vous dire que la presse en a fait ses choux gras. Je te dis pas le pognon qui se sont faits sur le dos du pauvre Félix. D'ailleurs, Georges Clemenceau, qui ne le portait pas dans son cœur, a dit « Il voulait être César, il n'a été que Pompée ». Si Félix Faure a succombé et le travail à peine entamé, un autre s'est épuisé à la tâche pour le bien du royaume. Abbeville, 9 octobre 1514. Mary d'Angleterre, sœur du très célèbre Henri VIII, vous savez, celui qui crée une religion pour avoir un garçon et exécute ses épouses au passage. Mary, je disais donc, nouvelle future reine de France, rejoint Louis XII devant l'autel. Elle a 16 ans. Elle est superbe. Il a 52 ans, il est maigre et ses nombreuses maladies le font paraître plus vieux qu'il ne l'est. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est radieux, sa future femme est jeune et désirable. Dans l'église, en revanche, 2 personnes ne partagent pas son enthousiasme. Louise de Savoie et son fils, François d'Angoulême. Oula, c'est un top modèle ce petit, brun, 2 mètres de haut, teint blanc, il irait bien avec Mary. Sauf qu'il a épousé il n'y a pas longtemps Claude de France. C'est la fille du jeune vieux marié Louis XII. Petite, boiteuse, mais intelligente. Voilà, vous commencez à comprendre pourquoi François et sa mère ne se réjouissent pas pour le roi. Si Louis XII n'a pas d'héritier mâle, c'est François d'Angoulême qui deviendrait roi de France. Sauf que Mary d'Angleterre est jeune, donc supposée féconde. Le trône de France s'éloigne pour François d'Angoulême à mesure que la mariée s'avance vers l'autel. Louis XII, de son côté, veut absolument un fils. Il ne supporte pas François d'Angoulême, qu'il trouve bête. En gros, François est le contraire de sa fille. Et Louise de Savoie, sa mère, l'insupporte encore plus. François est un fils à maman, et Louis XII sait qu'elle va régner en se cachant derrière son fils. Et cette image l'horripile au plus haut point. Alors il y va à fond. Des semaines durant, le roi fait l'amour tant qu'il le peut, malgré les pannes et une santé défaillante. François d'Angoulême regarde cette histoire de très près, allant contre toute attente défendre les intérêts de beau papa. La pauvre petite Mary est éperdument amoureuse du duc de Suffolk, un autre top modèle, anglais celui-là, et qui rôde à la cour de France. François fait en sorte que la reine ne se retrouve jamais seule, histoire de l'empêcher de rejoindre Suffolk et de faire un bâtard 100% british qui monterait sur le trône de France. Mais ce serait le pompon pour lui. Louis XII, épuisé, ne tiendra ce rythme infernal que 3 mois. Il meurt épuisé le 1er janvier 1500. Sans héritier mâle, le roi est mort, vive François Ier qui démarre sur les chapeaux de roue avec la bataille de Marignan. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, bye bye!